Vous écoutez l'épisode numéro 5 avec notre invitée spéciale Sandrine, conseil d'une sorcière verte. Sandrine, bonjour. Bonjour Christelle, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être là aujourd'hui pour nous partager tes conseils justement. Avec plaisir. Alors, pour commencer mon interview, j'aime bien prendre la température, mais il s'agit plutôt d'une prise de confiance. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau se situe ton niveau de confiance en toi, en général, dans la vie? Alors aujourd'hui, on précise, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sans ego aucun, je pense que j'ai atteint la belle note de 10. Bravo! Félicitations, parce que je pense que le chemin a été Il a mis plein. plein d'embûches et il a mis plusieurs décennies. Tu nous raconteras tout ça. Pour faire mieux connaissance avec toi, je commence par une mise en bouche pour se mettre à l'aise, pour être keep cool. Et je commence donc par un portrait chinois. Yes. Alors, si tu étais un dessin animé, Aujourd'hui, je serais la princesse au petit pois. si tu étais une mauvaise habitude, Je serais l'impatience. si tu étais un paysage, Je serais un champ de coquelicots. si tu étais un sport, Ce serait de la planche à voile. si tu étais un animal, Je serais une coccinelle. si tu étais un livre, Je serais le pouvoir de l'instant présent. si tu étais une pièce de la maison, Une pièce de la maison. Je serais la cuisine, évidemment. si tu étais un élément, Un élément, je serais l'élément terre. et si tu étais surnaturel, Si j'étais surnaturel, Si j'étais surnaturelle, je serais probablement un ange. merci pour ces indications, pour apprendre à mieux te connaître. Je voulais commencer, maintenant que nous avons fait ce portrait chinois, par une petite question toute simple et pour que les auditrices puissent mieux te connaître. Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis ressourcière. Donc, en fait, j'aide les femmes dévitalisées, en manque d'énergie et surmenées, à se ressourcer alors c'est sous la forme d'un accompagnement immersif à la campagne, sous forme d'un séjour clé en main. Voilà, mon métier, c'est ça. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier et je suppose à changer de vie, de reconversion pour ce métier actuel? Alors, j'ai été infirmière pendant 20 ans. Et puis, j'ai eu donc le temps de voir qu'on ne parlait pas assez de prévention, d'autonomie, de bonheur, et encore moins du caractère unique de chacun.
Voilà, donc c'est tout l'inverse de ce qu'on a d'une médecine holistique en fait. C'est une médecine qui est globale et qui répond à des symptômes sans essayer de comprendre d'où vient le problème, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qu'on peut rééduquer et antidoter. Donc en fait, je rêvais lorsque j'étais infirmière libérale de pouvoir prendre des gens chez moi, prendre des gens chez moi et leur apprendre la bonne façon de s'alimenter, la bonne façon, celle en tout cas qui moi en tout cas m'a permis de m'aider. Voilà, et du coup ça s'est fait naturellement. Donc lorsque j'ai décidé de changer de métier, évidemment c'était très compliqué parce que sortir du libéral c'est particulièrement difficile. Donc, je me suis formée à l'Ayurveda. Je me suis formée aussi au neurotraining. Bon, c'est un petit peu des neurosciences couplées avec la médecine traditionnelle chinoise. Ça fait beaucoup d'outils. Et tout ça pour finalement réussir à avoir vraiment un outil, une boîte à outils vraiment complète et qui peut permettre de faire face à tout un tas de problématiques. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, l'humain a besoin vraiment de calme, de douceur, d'amour, de se ressourcer. Et c'est ça que je propose de faire donc par des soins en présentiel, puisqu'ici, donc je suis installée dans le Périgord depuis 1 an, où j'ai acheté une maison qui me permet donc de créer ces accueils. Et donc, en présentiel, les massages ayurvédiques, les consultations ayurvédiques et les séjours beaucoup plus spécifiques et transformateurs. Eh ben, ça donne envie tout ça de se remettre en forme et de recueillir toute cette énergie. Ça a l'air super. Et du coup, quel était ton but, ton pourquoi en te réalisant justement par le message, pardon, les massages ayurvédiques? En fait, ça a été une double motivation. La première motivation, elle était vraiment personnelle. Il fallait que j'ai un mode de vie qui soit beaucoup plus cohérent avec mon énergie qui est changeante en prenant de l'âge, la ménopause pointant son nez, etc. On n'a pas la même vitalité en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est moins efficace, c'est juste qu'il faut organiser un petit peu plus. Donc être plus à l'écoute de mes valeurs, ça c'était surtout ce qui était important pour moi. Et j'ai toujours été dans le soin et ça c'est ce qui m'anime en fait, c'est ce que je sais faire. Donc là, voilà, c'était vraiment l'impression d'avoir trouvé un outil qui allait vraiment pouvoir. Moi, en tout cas, l'Ayurveda, ça a répondu à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et surtout, c'est une médecine qui est douce, bien évidemment, mais qui est surtout très tolérante et bienveillante. En Ayurveda, on ne change pas ce qui ne peut pas être changé. On accepte. C'est déjà une très grosse chose. Oui, donc s'accueillir grâce à l'Ayurveda. Absolument. Comprendre comment la vie fonctionne en soi. Un sacré programme. Et si tu devais nous définir l'Ayurveda, tu dirais quoi? Alors, pour moi, l'Ayurveda, c'est la sagesse universelle. Ça fait partie pour moi, hein, l'Ayurveda, c'est une ressource au même titre que, je ne sais pas, la cohérence cardiaque ou que le fait de faire du sport ou que le fait de faire du yoga. En fait, c'est activer des ressources qu'on a en cadeau à la naissance en tant qu'être humain. C'est juste revenir à cette conscience qu'on fait partie du tout et que donc on fonctionne sur le même ordre que la nature. Donc en fait, c'est revenir à son essence pure, à son essence naturelle. C'est du bon sens, c'est de la logique. Ayurveda, ça veut dire science de la vie, mais c'est une sagesse, c'est une philosophie. C'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est pas des croyances, c'est quelque chose de très pragmatique. Et en fait, ça rejoint un petit peu la première médecine qui était, on parlait d'humeur.
Il y avait le sanguin, le bileux. En fait, l'Ayurveda, c'est un petit peu ça. On parle beaucoup de qualité. On est très dans l'observation, dans le toucher, évidemment, mais l'observation. Comment c'est? Qu'est-ce qu'il y a en face? C'est une médecine qui part des 5 éléments. En t'écoutant, j'ai les mots feng shui qui me viennent à la tête. Est-ce que tu retrouves des points communs par rapport justement à cette philosophie feng shui, philosophie zen? Absolument. Alors, le feng shui a son pendant en médecine indienne. Ça s'appelle le vastu. Donc, c'est pareil, c'est exactement comme le feng shui. Donc, moi, je m'en suis inspirée pour organiser justement ma salle de massage, ma table de massage. Comme j'ai fait beaucoup de feng shui au cours de ma vie, c'est quelque chose maintenant qui est devenu naturel, en fait. C'est pareil, le feng shui, bon, bien sûr, il y a ces histoires de secteurs où on ne peut pas les inventer, mais quoique. Super, ça me donne envie d'aller voir justement le Vastu, c'est ça? Le vastu, oui. Ok. Et aujourd'hui, donc dans le cadre de cet épisode que nous faisons ensemble, est-ce que tu éprouves encore, selon toi, des peurs ou des difficultés malgré voilà ton 10 de confiance et tout le travail que tu as pu faire sur toi? Alors oui, bien entendu, des difficultés, parce qu'en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc on peut être soumis aussi, soumis aux planètes, soumis aux autres, à l'énergie ambiante en fait. Et c'est sûr que parfois, oui, j'ai des difficultés d'éparpillement parce que c'est colossal ce que j'ai mis en place comme changement de vie. Ça a été un changement de vie radical. Hein. Je suis à 8 heures de route de l'endroit où j'ai vécu pendant 50 ans. Donc voilà, c'est la famille, les enfants, les amis, c'est une création. On recommence tout à zéro. Donc j'ai excessivement confiance dans la vie et de plus en plus, je sais aussi que lorsqu'il y a des ratés, lorsqu'il y a des freins, des rendez-vous manqués, vraiment très très vite maintenant mon cerveau dit ok, c'est juste pas le moment, ça t'a peut-être sauvé de quelque chose, ce sera mieux. Voilà, j'apprends encore la patience. Mais voilà, difficulté d'organisation, difficulté aussi, enfin des peurs, des petites inquiétudes financières. Voilà, parce que encore une fois, il y a plein de choses qui dépendent pas de nous. Donc moi, je travaille mon petit jardin tous les jours et je fais en sorte que je nettoie devant ma porte et puis après, je lance des petites. J'ai l'impression de lancer des petites graines et puis voilà, ça pousse tranquillement et je regarde pas la graine pousser. Hein, je fais autre chose en attendant. Et donc, tu disais qu'il y a un an, tu es venu t'installer dans le Périgord, que tu as complètement changé de vie. Donc, tu es passé d'une carrière d'infirmière en libéral au massage ayurvédique. Et quel a été justement ce déclic qui t'a fait passer de l'infirmière à tout chambouler, à partir à 8 heures de route et à changer? En fait, il y a eu plusieurs déclics. En fait, il y a eu le premier vrai gros déclic. En fait, j'étais partie tout bêtement. J'avais un petit bateau, j'habitais au bord de la mer et j'étais partie 3-4 jours avec mon chéri. On avait fait un petit épisode gitan de la mer. Donc pendant 3-4 jours, on n'avait vu personne. Enfin, c'était vraiment fabuleux. Et le lundi, je reprenais donc mon boulot. Et puis, c'était déjà très, très, très difficile de repartir parce que j'avais plus de plaisir, en fait. Je ne faisais que lire des prescriptions et administrer les prescriptions. Je remplissais des piluliers, je faisais des toilettes, mais voilà, j'étais pas, comme on dit, dans ma zone de génie. Je m'ennuyais. Et puis, j'étais fatiguée par ce rythme. Je travaillais un week-end sur deux, je travaillais toutes les vacances, j'avais jamais de Noël, enfin voilà, Noël, anniversaire, etc. C'était toujours très compliqué d'être en décalage. Et puis, je supportais plus la ville.
Je supportais de moins en moins. Donc, ça a commencé par le fait que j'arrivais plus à aller dans les supermarchés, je pouvais plus écouter la télé. Enfin, je me sentais de plus en plus fragile en fait. Et puis, j'avais pas les ressources j'avais rien pour me ressourcer en fait. J'étais tout le temps entre mon travail et enfin voilà, c'était très compliqué. Et donc, ce matin où je reprends mon boulot, en fait, le premier patient chez qui je vais, c'était un petit papy qui m'attendait tous les jours sur son balcon, tous les matins. Et puis ce matin, il n'était pas là. Et il habitait entre un premier et un rez-de-chaussée. Donc, j'ai escaladé, parce qu'on fait plein de trucs en libéral. Hein. Donc là, j'escalade le balcon et puis, en fait, je vois mon petit papy qui était par terre et qui était mort, qui était décédé. Et c'était pas, évidemment, pas la première fois que je rencontrais la mort, mais je sais pas, cette fois-ci, ça a été vraiment, non, quoi, qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi? Je veux plus ça, en fait. Donc, j'étais persuadée que je ne pourrais jamais me sortir du libéral. Financièrement, c'est très, très, très compliqué parce que ça faisait 20 ans que j'étais en libéral. Donc, on gagne de l'argent. Donc, on achète un cabinet. Puis après, on achète une voiture. Et puis après, on place dans des produits retraite. Et puis après, au lieu d'aller acheter un pantalon sur Vinted, on s'achète un pantalon à 200 ou 300 euros. On perd en fait complètement la notion. Et en fait, j'étais piégée. J'étais pris à un piège que j'avais moi-même mis en place. Et il a fallu tout détricoter, mais les choses les unes après les autres, c'était gigantesque. Et puis, j'ai mis à peu près 1 an. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu vendre ma clientèle. Le cabinet a été repris parce que c'était très important pour moi aussi de laisser vivre toute cette énergie que j'avais mis pendant 20 ans. En fait, donc j'ai trouvé quelqu'un de formidable et tout s'est mis en place, mais d'une façon incroyable. Mais entre le moment où ce matin-là où j'ai dit bon voilà, je vais crever. D'ailleurs, j'avais failli déjà mourir quelques années avant d'un accident de scooter en travaillant. C'est là que j'aurais dû m'arrêter en vérité. Mais voilà, j'avais peur, j'avais énormément de peur à l'époque. Et au bout d'un moment, dans ma vie d'infirmière libérale, les derniers temps, j'étais tellement acculée par les charges financières, par le désintérêt de mon travail, que je me disais, bon, après tout, vaille que vaille, les huissiers, venez, payez-vous, stop, voilà, prenez-moi tout. Et une fois que j'ai accepté le fait que je pouvais tout perdre et que finalement, j'avais rien à perdre parce que tout était en moi, et les choses, elles se sont hyper, hyper débloquées. Mais ça a été vraiment magique, magique. Tout ce qui s'est mis en place a été magique. La vie m'a vraiment aidée. J'avais ma destination. Eh ben, ça, c'est un parcours très inspirant malgré voilà les difficultés. Souvent, on grandit au travers des difficultés. Et du coup, c'est vachement inspirant ce que tu partages. Et justement, par rapport à cette comment dire ce changement de vie, l'ayurvédique ou il y a l'ayurveda qui arrive dans ta vie. Aujourd'hui, comment l'ayurveda justement t'aide à te sentir bien et aligné? Comment tu l'utilises au quotidien pour toi? Alors pour moi, c'est devenu une gymnastique. Alors je ne sais pas si on a le temps, je peux expliquer rapidos comment moi comment je vois l'ayurveda et comment l'ayurveda est entré en moi. Oui, avec plaisir. Parce que c'est quelque chose qui peut paraître hermétique, qui peut faire peur en disant oh là là, il va falloir manger des trucs. Bon, non, pas du tout. L'ayurveda, c'est du bon sens. Donc, c'est d'abord l'alimentation est la première médecine de l'ayurveda. On donne pas de plantes, on fait rien d'autre. Si l'alimentation est déjà pas OK, ça va être compliqué. Pour eux, c'est la façon de se soigner. Donc, en fait, l'Ayurveda part du constat, donc on a ces 5 éléments, donc l'éther ou l'espace, l'air, le feu, l'eau
et la terre. Donc, les 5 éléments. L'Ayurveda en a fait trois constitutions. Donc, on a l'air et l'espace. Donc là, ça va être c'est la constitution Vata. En fait, on s'en fout de la constitution. C'est qu'est-ce qui va qualifier cette énergie-là. Donc, on se doute, l'air et l'éther, ben, ça va être léger, ça va être irrégulier, ça va être froid, ça va être mobile, ça va être plutôt verdâtre ou grisâtre, et ça va être sec. Ensuite, on a le deuxième dosha qui est Pitta. Pitta, c'est le feu. À chaque fois que j'ai du feu, j'ai un petit peu d'eau avec. Quand voilà, il fait chaud, moi j'ai de la buée sur mes lunettes. Donc, feu et eau, c'est Pitta. Pitta, pareil, au niveau des qualités, qu'est-ce que je vais constater? Qu'il est chaud, qui peut être huileux, un peu gras, qui peut être mobile, qui peut être léger. Donc, pareil, ce sont des qualités. On appelle en Ayurveda des gunas. Il y a 20 gunas. Lourd, léger, chaud, froid, rapide, etc., etc. Il y en a 20, il n'y en a pas plus. Et la troisième constitution, c'est l'élément terre et eau qui se sont conjugués et qui, quand on mélange de l'eau et de la terre, on va avoir quelque chose on peut faire de la boue, on peut faire du ciment, on va pouvoir créer. Donc, c'est une énergie qui est froide, lente, statique, ancrante et qui produit. Donc, lorsque, par exemple, dans ma vie, j'expérimente, voilà, aujourd'hui, j'ai de la buée sur mes yeux, j'ai un peu le cerveau un petit peu agité, je suis un peu comme ça, je bouge beaucoup. Qui c'est qui est mobile? C'est certainement pas Kapha. Kapha, c'est celui qui est statique. Donc, j'ai du feu, j'ai de l'eau. Donc, je sais que je vais avoir du feu, Pitta, et je vais avoir Vata qui va être en présence. Tout ce qui est cerveau, tout ce qui est mental, c'est vraiment Vata. Donc, ce que va faire l'Ayurveda, c'est qu'elle va antidoter. C'est une médecine d'antidote, tout bêtement. Donc, j'ai chaud, j'ai amené du froid. Jusque-là, c'est pas sorcier. Et ensuite, tous les éléments que je vais rencontrer dans ma vie, que ce soit par la nourriture, par les expériences, par ce que je vois, vont avoir également ces mêmes qualités. Est-ce que ce que je mange actuellement est froid, est chaud, est lourd, est léger, etc., etc. Et évidemment, si j'ai du feu en moi, si j'ai le pitta, qui est d'ailleurs aggravé quand il fait chaud, ce qui est normal, le semblable attire le semblable, en été, on va manger du concombre, du lait de coco, des choses légères, des choses fraîches, crues, choses qu'on ne peut pas faire en hiver. Si je fais ça en hiver, je me détracte complètement le système, en fait. Il faut vraiment adapter aussi en fonction des saisons et en fonction de sa propre énergie. Donc, c'est vraiment une séance d'écoute. Une fois qu'on a capté un petit peu, tu vois, par exemple, j'ai une blessure, un bobo, je vais regarder quelle couleur c'est. Si c'est rouge, si c'est chaud, je sais que c'est pitta, c'est inflammatoire, donc c'est du feu. Donc, je vais devoir rafraîchir. Si c'est plutôt, il y a un écoulement purulent, c'est de la matière, donc ça va être plutôt du kapha, c'est de la construction. Donc, je vais devoir amener une antidote à kapha, etc., etc. Donc, en fait, ça m'aide au quotidien parce que ça permet déjà de poser et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est chaud, c'est froid, c'est mobile, c'est léger, ça bouge pas, c'est quelle couleur? Ça m'indique l'énergie qui est en place. Parce que on appelle ça des doshas. Les 3 doshas, ce ne sont pas du tout 3 caractères, du tout. Ce sont juste 3 énergies qui sont présentes en moi, qui m'aident à fonctionner. Et puis, il y a plein. Après, il y a des sous-doshas. Quelle est la direction? À quoi ils servent? Enfin, voilà, c'est après. Mais en tout cas, c'est un outil, c'est une petite clé qui est facile et qui ouvre vraiment sur comment la vie fonctionne en moi et qu'est-ce que je peux utiliser dans mon environnement pour antidoter. Ok, donc c'est vraiment se réapproprier sa santé, son bien-être,
sortir un peu de cette dormance qu'on a pu cultiver avec la chimie, les médicaments chimiques, etc. Et justement d'aller vers un expert extérieur, un médecin et autres pour nous indiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc là, c'est vraiment, on fait le chemin inverse, on se réapproprie notre corps, notre bien-être, notre santé en observant ce qui se passe. Et justement, de manière très logique, comme tu le disais, si c'est inflammatoire, on va apporter du froid et inversement. Et du coup, moi, tout ça, je reviens, parce que je suis un peu sensible à ça, je reviens au yin et au yang, donc au feng shui, c'est vraiment à chaque fois rééquilibrer. Si on a plus de yang, par exemple, on va ramener du yin. Et du coup, c'est vraiment, comme tu disais, un Un antidote. antidote, c'est ça. Et en fait, Voilà. ce que cherche à faire à l'Ayurveda, quand on est un petit peu plus précis, par exemple, si on faisait un bilan de ta constitution, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, bah tiens, pour moi, c'est, tu vois, je donne toujours cette petite image, mais c'est l'image de la Belle au bois dormant dans son berceau. Je crois que c'est la Belle au bois dormant ou Cendrillon. Et les petites fées voilà, qui lui donnent un petit peu. Donc là, j'ai la fée de l'eau, la fée du feu, la fée de l'air, etc. Et nous, c'est essayer de comprendre quelle est ta constitution de base. On appelle ça le prakruti. C'est on t'a donné tout un tas de bagages avec des forces, des faiblesses, et tout est parfait pour que tu fasses ton chemin, ton dharma. Au cours de la vie, bah forcément, je vais manger un petit peu de sucre, on m'a donné des laitages, on m'a donné des médicaments, j'ai fait du sport, ou alors au contraire, je me suis éloignée en tout cas de ma constitution. Donc on appelle ça le vikruti. Et la différence entre le prakruti et le vikruti, bah, c'est les symptômes, c'est la maladie. Donc le but, c'est de te ramener dans ta constitution. Ça veut dire, par exemple, que des personnes qui ont une constitution, allez, kapha, donc gironde, avec des belles articulations solides, une peau qui brille, des grands yeux comme ça, tout doux, beaucoup de douceur, une voix un peu grave, la sensualité, tout ça. Tout ça, c'est inhérent. Et tout ça, je ne vais pas pouvoir le changer, en fait. Ça, c'est le cadeau de naissance, en fait. Donc, il faut tout faire pour revenir à ça, pour respecter ça. Ça veut dire que cette femme qui est généreuse et qui estime qu'elle fait 20 kilos ou 15 kilos de trop par rapport à, ben, en fait, non. Elle est juste et qu'elle ne change pas de poids, c'est parce qu'elle est dans sa constitution propre et unique. Donc, on peut toujours améliorer, évidemment. Mais si j'étais un gros bébé, si j'ai des grosses articulations, si c'est mon tempérament d'être lent, d'être sensuel ça, c'est ma nature, en fait. Je pourrais pas le changer. Et ça, faut pas le changer. Super, je trouve ça très inspirant, ça me parle beaucoup. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditrices qui nous écoutent comme jeu ou pratique ludique pour tester et mettre en place, voilà, tout ce que tu nous as partagé. Alors déjà, même si moi je suis pas forcément favorable à ça, mais en tout cas, il existe plein de petits tests qui vont permettre, comme je disais, pour moi, peu importe qu'on soit Vata, Pitta ou Kapha, de toute façon, ça change au cours de la vie. Voilà, on s'en fout. Mais répondre à ces questionnaires déjà pour connaître sa constitution, ça va déjà permettre de savoir qui c'est qui est prédominant dans ma vie. Est-ce que j'ai beaucoup de feu? Est-ce que j'expérimente du feu? Est-ce que j'expérimente au contraire beaucoup trop d'air et d'éther? Ou au contraire, est-ce que j'ai trop, entre guillemets, de terre et d'eau? Voilà. Donc, les questionnaires, ça peut être pas mal pour commencer à se familiariser un petit peu. Et puis, après, c'est sûr qu'un vrai bilan, il faut le faire par un praticien qui va vraiment aller au bout du bout, qui va regarder la langue, qui va écouter le pouls, qui va regarder la peau, qui va toucher, qui va voir
plein de choses. Après, il y a des choses qui vont bien à tout le monde et ça, c'est universel. On va répéter un petit peu des choses qu'on sait déjà, mais c'est manger local, si possible, et surtout de saison. Quand on fait ça, on se trompe pas. Donc l'Ayurveda, c'est pas forcément manger du kitchari ou des trucs indiens tous les jours, pas du tout. Moi, je suis en Périgord. Dans le Périgord, ben là où je suis, il y a des noix, il y a du canard, il y a des champignons, il y a des. Ben, ça va être mon alimentation de base en fait. Ça, cette alimentation, elle est faite pour moi ici et maintenant. Je vais pas aller chercher des choses d'un autre monde. Ça n'a pas de sens en fait. Après, en petit jeu ludique, alors il y a des petits rituels qu'on peut mettre en place le matin, par exemple pour les personnes qui ont du mal à aller à la selle. Un truc tout bête, hein. Mais ça peut changer des vies. Mais vraiment, c'est tout bête, mais en Ayurveda, il n'y a qu'une règle, c'est qu'il faut être régulier et faire les choses. Si on les fait pas, ça marche pas. Donc, par exemple, il y a un petit rituel qui s'appelle Ushanpan et qui consiste à boire une tasse d'eau chaude au réveil le matin. C'est la première chose qu'on met dans son estomac. Et on le fait en position squat yogique. Donc, tu vois un peu accroupi, les jambes écartées, en mettant les coudes, voilà, à l'extérieur des genoux. Ok, je vois. On boit dans cette position sa boisson son eau chaude. Et lorsqu'on va se relever, se déplier, en fait, ça va faire un peu comme une chasse d'eau. Donc, l'avantage de l'eau chaude, c'est aussi qu'elle va préparer le système digestif et surtout, elle va venir réchauffer Agni, qui est le feu digestif, qui est le feu qui va me permettre de digérer. Parce que l'Ayurveda ne parle que de ça, en vérité. Qu'est-ce que je digère? Comment je digère? Qu'est-ce que je ne digère plus? De quoi je me remplis depuis 20 ans? Par exemple, moi, j'ai parfois des personnes qui viennent à moi et quand je demande ce qu'elles mangent au petit déjeuner, ben, ça va être à l'ancienne, hein, café au lait, yaourt, fruits, la cata, quoi. Tout est cata. Bon, on n'en est pas là. Donc voilà, le petit Ushanpan, la petite chasse d'eau tous les matins. Moi, je fais ça depuis 5 ans ou 6 ans. Et vraiment, ben, l'Ayurveda considère que avant de commencer sa journée, on doit pouvoir évacuer celle de la veille. Donc, il faut obtenir une selle tous les matins avant de commencer sa journée. C'est une histoire de laisser de la place au nouveau, en fait, aussi. Symboliquement, c'est hyper important, en fait. Donc, avec ce petit système, avec ce petit verre d'eau chaude, donc on fait à la bouilloire, hein, pas l'eau du robinet, en fait, le faire vraiment de façon régulière, et hiver comme été, surtout l'hiver, surtout l'automne. En Ayurveda, on préconise aussi de ne rien consommer qui sort du frigo, même en été, en fait, on sort un petit moment à l'avance et ensuite on consomme. Mais là, c'est pareil, ça peut tuer le feu digestif. Si on imagine un feu, voilà, j'ai faim, j'ai un feu qui est, hop, je bois un verre d'eau glacée ou un apéro hyper glacé, frac, j'éteins tout. Donc ça va passer, hein, on va quand même se débrouiller, mais voilà, l'organisme peine un petit peu plus. Après, il ne faut pas être non plus. Moi, je suis loin, loin, loin d'être une ayatollah. C'est-à-dire que, allez, on va considérer qu'on a 21 repas dans la semaine. Si déjà j'arrive à faire 10, 15 repas ayurvédiques, entre guillemets, hein, pour moi, ayurvédique, c'est local et de saison et qui correspond à mon dosha. C'est-à-dire que si j'ai le feu, si j'ai de la diarrhée, des brûlures d'estomac, que je suis impatiente, colérique et qu'il est très chaud, je vais éviter les fromages très lourds, le vin, les trucs qui vont me chauffer, le poivre, les épices, etc.
C'est vraiment du bon sens. Sauf que parfois, il y a des choses qui sont très subtiles et que plus on avance dans l'âge et plus on devient subtil. C'est pour ça que l'Ayurveda, elle est intéressante là. C'est qu'elle va aller vraiment, c'est vraiment, voilà, pourquoi je dis que je suis la princesse au petit pois, c'est que ben, des fois, on a l'impression de faire tout bien et ça va encore pas. C'est parce qu'il y a encore des petites choses à comprendre. Très bien. Et sur une toute autre touche, tu te considères comme étant une sorcière verte. Et que peux-tu nous dire, selon toi, qu'est-ce qu'une sorcière et pourquoi verte? Alors, pour moi, une sorcière, j'ai fait beaucoup de. C'est un thème qui me touche beaucoup parce qu'en fait, étaient considérées comme sorcières toutes les personnes qui détenaient un savoir. À l'époque, les vraies sorcières, hein, celles qu'on brûlait, c'était la plupart du temps des femmes, la plupart du temps des femmes seules, qui n'avaient pas de mari pour les tenir. Et en fait, elles venaient provoquer la peur, probablement, d'une partie de la population, puisque donc la sorcière, c'est pour moi, on est tous des sorcières. Et justement, vulgariser ce terme et m'auto-proclamer sorcière, c'est aussi pour dire aux autres, mais vous aussi, vous êtes des sorcières, en fait. À partir du moment où vous vous soignez avec votre environnement, vous êtes une sorcière. À partir du moment où vous vous occupez de savoir comment est la lune ou quelles sont les énergies du moment, comment on fait pour aller mieux, on est, on est déjà des sorcières, en fait. On est tous des sorcières. Et la sorcière verte, déjà parce qu'il y a le côté écologique, parce que l'Ayurveda est très écologique. Moi, je fais en sorte vraiment de... on a des ressources, on a l'impression que c'est infini, mais en fait, moi, je suis vraiment dans l'écologie, dans l'économie de ces ressources, dans la gratitude de les avoir et dans le respect des ressources. Donc, la sorcière verte, elle tient compte de son environnement, elle s'aide de la nature pour soigner, elle respecte la nature, elle s'en inspire, mais elle la respecte beaucoup. Voilà, et puis la sorcière verte, c'est aussi, alors là, c'est beaucoup plus subtil, mais pour moi, au départ, c'est venu de là, c'est qu'en fait, en Ayurveda, en médecine indienne, il y a également une astrologie qui s'appelle l'astrologie védique, donc c'est le Jyotish. Et le Jyotish peut vous déterminer quelle zone, quel axe dans le monde peut vous soutenir, ligne géographique. Et moi, lorsque j'avais fait une séance de Jyotish, il y avait un axe en Inde et un axe Bordeaux-Nantes qui correspond au méridien de Greenwich. Et donc, en langage des oiseaux, Greenwich, c'est la sorcière verte. En géographie sacrée, au Moyen-Âge, on appelait ce méridien-là la sorcière verte. Et je suis installée sur le méridien de Greenwich. Et c'est là qu'il fallait que je sois. Donc voilà, il y a plusieurs sens à la sorcière verte. Et selon toi, existe-t-il d'autres types de sorcières? Ah, évidemment. Il y en a de toutes les couleurs, j'ai envie de dire. Il y en a de toutes les couleurs et puis il y en a qui sont... Après, tu sais, tout à l'heure, tu parlais du pourquoi. Moi, en fait, je ressens, mais vraiment profondément, j'ai une mission qui est probablement un petit peu la même que la tienne, qui est d'élever les consciences, en fait. Moi, c'est ça qui m'anime. Mais dans un dessein de bonheur de l'humanité. C'est pour rendre le monde meilleur. Et aussi, on me dit, l'Ayurveda, c'est vraiment, occupe-toi de toi. Si tout le monde s'occupe de soi bien comme il faut,
t'imagines le monde qu'on aurait, mais ce serait merveilleux. Donc moi, voilà, c'est ça qui m'anime. Donc, change-toi et le monde changera. Absolument. Commence par toi-même, bien sûr. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et donc, selon toi et selon ce que tu nous as partagé jusqu'à présent, comment devient-on une sorcière? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ou si on est, voilà, entre guillemets, désaligné, comment se réaligner à cette sorcière à l'intérieur? Ben, justement, je pense que moi, la sorcière a toujours été en moi, je pense. Tu vois, c'est des petites choses, mais la sorcière, elle va gagner à aller dans la nature, à cueillir des choses, que ce soit des petites baies, des fleurs, des plantes. Il y a tout cet aspect-là de la sorcière. La sorcière, c'est aussi celle qui va essayer de se comprendre et de s'auto-soigner, de s'auto-guérir. Donc pour moi, ça, c'est un signe aussi. Et la sorcière, en fait, elle est rebelle. Elle s'en fout de ce qu'on pense d'elle. Elle fait ses choix. Elle n'a plus rien à perdre, en fait. Et elle a des convictions, elle a des valeurs auxquelles elle ne peut pas déroger au bout d'un moment. On peut faire semblant un moment, mais au bout d'un moment, ça nous rattrape, en fait. Ça peut nous rattraper sous forme de maladie ou d'accident ou de burn-out. Et écouter sa sorcière, c'est aussi s'éviter ça. C'est avoir des vrais outils, des vrais instruments pour s'en sortir, parce qu'on est dans une époque qui est quand même difficile. Moi, je suis très, très admirative de l'humain en général, tu vois, de mon congénère. Je me dis, waouh, quand même, quoi. Avec tout ce qui se passe, on est encore là, on est encore plein de motivation, plein d'envie, plein d'espoir. C'est génial. Œuvrons pour un monde meilleur. Ouais, ouais, c'est la foi, c'est une foi, une C'est croyance ça. une croyance qu'on va pouvoir. En tout cas, moi, je rends mon chemin plus sympa, tu vois. Même si, bon, voilà, je ne sais pas comment ça évoluera, mais en tout cas, déjà, le chemin, il est déjà plus sympa. Et ça, c'est déjà énorme, au final. Ah, j'adore cette image. Je rends mon chemin plus sympa. Je vais la retenir. Et est-ce que tu aurais justement une recette magique de sorcière à nous partager pour grandir et s'accueillir? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je suis très dans le concret, hein. Alors, il y a un petit truc, alors c'est pas sorcière, mais ça fait partie des ressources, ça fait partie de ce qui nous appartient. Il y a un truc que j'adore, que je pratique depuis pas très longtemps, je l'avoue, que je connais depuis un petit moment, mais que je ne mettais pas en application, c'est la cohérence cardiaque. Pour moi, on a besoin de rien. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose, on a besoin de rien. On a tout là. La cohérence cardiaque, si je la pratique 5 minutes, j'ai derrière 5 heures d'homéostasie. Donc 5 heures où toutes les fonctions vitales vont être à l'équilibre. C'est hyper important, par exemple, de la faire après une contrariété, avant une réunion, avant un entretien, avant un soin, peu importe. Le considérer comme un médicament. Au lieu de prendre un nutriment pour avoir la pêche, essayez ça 3 fois par jour. Donc, une le matin, parce qu'en fait, le matin, on a les hormones de stress qui se mettent en place normal pour nous faire fonctionner. Sauf qu'en ce moment, on est tous un peu irrités, donc on en produit beaucoup. Donc déjà, le matin, hyper important. Ensuite, celle du midi, elle va me permettre de faire un filtre émotionnel entre ma matinée, tout ce qui s'est passé, et ce que je vais manger. Donc celle-là, elle est super importante aussi. Je la fais à midi. Et l'effet va me durer jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Donc là, soit j'en refais une vers 5-6 heures, soit on en refait une le soir. Idéalement, 3 fois par jour, tous les jours que Dieu fait, ça change la vie. Mais il faut le faire.
Passer à l'action. Ouais, l'efficacité, alors oui, si on le fait une fois, on va se rendre compte qu'on est mieux, qu'on est plus, voilà, qu'on se sent mieux, qu'on est plus calme, plus apaisé. On peut même, parce qu'en fait, la cohérence cardiaque, ça sert à jouer entre le frein et l'accélérateur, système sympathique, parasympathique. Donc, ça sert à équilibrer frein, accélérateur, frein, accélérateur. Parce que quand je suis en période de stress ou que je suis pas en cohérence cardiaque, voilà, je vais avoir des tendances à être, voilà. Et du coup, ça donne pas l'homéostasie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'équilibrer tout ça. Après, il y a des milliards de choses. Moi, j'ai commencé aussi, pour réparer mon corps, à faire des salutations au soleil le matin, du yoga. Bon, ça, c'est mon autre dada. Moi, je suis rentrée par l'Ayurveda, par le yoga. Super, donc cohérence cardiaque et tester le yoga. La salutation au soleil le matin. As-tu une journée type ou, autrement dit, comment sont organisées tes journées? Qu'est-ce qui rythme ta journée? Alors, ce qui est très important pour moi, donc c'est justement de faire le distinguo entre ce qui est important et ce qui est urgent. Donc en fait, comment j'articule mes journées? Ben, j'ai des gens qui prennent rendez-vous pour les massages, donc j'ai mon début de, voilà. Donc en début de semaine, le dimanche, je regarde mon planning et là, je vais aller rajouter ce qui est important pour moi. C'est-à-dire que je vais me mettre comme des rendez-vous. De midi à 14 heures, je ne déroge pas. Je fais ma pause, je m'occupe de mon chien, je fais une petite reposette s'il faut, ou je vais marcher, peu importe. En tout cas, j'ai besoin de ces 2 heures. Donc, ces 2 heures-là, c'est bloqué. Ensuite, je m'astreins à ce que tous les matins, au moins, ou une séance de yoga, ou une cohérence cardiaque, ou une méditation. Parce qu'au final, l'un des trois ou les trois, ça marche aussi. Donc moi, ma journée, elle commence par mes petits rituels ayurvédiques tous les matins. Donc celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me gratte la langue. Voilà, il y a des petits process comme ça. Et voilà, c'est vraiment dans la semaine aussi me mettre une zone tampon, une zone où je prévois rien. Comme ça, si j'ai pas réussi à faire ce que j'avais décidé de faire, ben, j'ai cette zone là pour me rattraper. Je suis quelqu'un qui a tendance à aller dans tous les sens, à avoir. Voilà. Donc, il faut aussi que je me cloisonne, c'est-à-dire que je me donne 2, 3 thèmes et je fais que ça. Et je m'interdis d'aller faire autre chose. J'ai désactivé mes notifications sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pareil, quand je travaille, j'ai pas mon portable, je réponds pas au portable. Ce sera pour un autre moment, en fait. Vraiment, c'est organisé. Et voilà, la seule chose qui n'est pas élastique, enfin, voilà, c'est le temps. Et on court tous après ça, donc il faut vraiment le mettre, bien l'utiliser, je dirais. Et justement, tu disais que tu as besoin d'être canalisé parce que tu as cette tendance à te disperser. J'ai aussi cette tendance-là. Donc, est-ce que tu considérais que l'ordre et l'organisation sont importants dans ta vie? C'est primordial. C'est primordial. Et vraiment, tu vois, quand j'ai commencé au tout début, il y a quelques années maintenant, ben pour moi, mon éveil, on peut appeler un éveil, peu importe, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas mon désir de changer de paradigme, ça a commencé par ça en fait, par faire le tri, par m'organiser, que les choses soient simples. Tu vois, même ne serait-ce qu'au niveau de ma garde-robe, en fait, moi je suis très pro capsule. Avant, j'avais un dressing, voilà, on aurait dit
comment elle s'appelle dans Desperate Housewives, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, maintenant c'est beaucoup plus simple. Je prends un haut, un bas, ça va avec, tout va bien, quoi. Voilà. Faut que ce soit, ça permet de décharger le mental. Et bien sûr, lors de l'organisation, et d'ailleurs, tu vois, les tâches, alors les to-do list, c'est génial, mais si tu vas pas poser des dates, en fait, ça sert à rien, en fait, parce que les to-do list, on les promène, et si on, on s'en rajoute. Donc, soit je peux faire tout de suite, et si je peux pas faire, ben, je le programme. Je le mets dans un agenda. Et si j'ai pas encore pu le faire, ben, je le déprogramme. C'est ce qui, moi, en tout cas, m'aide à décharger mon mental. Sinon, j'ai trop de choses, trop. Après, j'ai découvert des outils comme Notion aussi qui sont vachement bien parce que nomade. Donc, dès que j'ai une petite idée, dès que j'ai besoin de, voilà, moi, il faut que ce soit écrit. Une fois que c'est écrit, je sais que c'est là et j'ai besoin de décharger mon mental. Et dans ma semaine, voilà, je me dis, bah, cette semaine, je ne travaille que sur mes publications d'Insta et je travaille que sur finir ma formation. Voilà, je fais que ça. Ok. Et justement, tu parlais de simplicité, voilà, de simplifier le Ouais. quotidien. Quel est un conseil que tu pourrais donner justement pour initier ou mettre en place un peu plus de simplicité dans son quotidien? Ben, pour moi, c'est déjà de mettre de l'ordre, d'enlever tout ce qui ne sert pas, pour avoir vraiment à disposition que ce qui est utile et ce dont je me sers, ce dont on se sert. Tu peux répéter la question? T'étais bien parti. Ouais. C'était quel est ton conseil pour stimuler ou initier un peu plus de simplicité dans son quotidien? Alors là, je pense aussi, tu vois, sur nos injonctions, nos propres injonctions, travailler sur ce qu'on se demande et déjà être plus simple par rapport à ça. Je pense qu'on s'en demande beaucoup. Et toujours mettre en évidence, c'est quoi l'urgence? C'est quoi le truc qui va m'empêcher de faire autre chose en fait? C'est quoi le premier truc à faire? Et c'est même si c'est embêtant, si j'ai pas envie d'y aller, ben, on le sait de toute façon, hein, les petits cailloux dans la chaussure, c'est pas cool, hein. Donc c'est vraiment aller à l'essentiel, se foutre la paix, mais vraiment. Et dans sa journée, c'est se mettre des choses qui sont importantes pour soi. Si c'est faire du vélo, ben, casse-toi ta petite tranche horaire de vélo. Si c'est bouquiner, si c'est dormir, si c'est faire un repas. En tout cas, c'est ça qui est important parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que je vais être sereine et que pour moi, pour me simplifier la vie, tu sais comment j'ai fait en vérité? Je me suis mis une destination, une visualisation. Quand j'étais infirmière libérale, ma visualisation, c'était que je me voyais dans mon jardin avec des bottes en caoutchouc aux pieds et des poules. Je donnais à manger à des poules. Et cette visualisation, pour moi, elle signifiait plein de trucs. Elle signifiait que j'avais changé de région, que j'avais un jardin, que j'avais le temps de m'occuper de poules. Enfin voilà, pour moi, c'était le Saint Graal. À partir du moment où on donne une direction, et ben en fait, tout va se mettre en place pour nous y amener. Donc une direction, au moins une direction, au moins un mood, tu vois. Voilà ce que je veux. Je veux être sereine et je veux être au calme. Dès que tu peux trouver une image qui représente ça, tu mets une image. Et quand ça va pas, tu te dis, bientôt, il y aura ça. C'est ça que tu donnes comme direction. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup pour expliquer mon métier l'allégorie de la calèche. L'allégorie de la calèche, en fait, c'est comme si c'est une allégorie qui a été évoquée par Hippocrate, qui a été retrouvée chez Racine,
qui est également dans les textes ayurvédiques. Et c'était Michel Odoul qui en avait refait, il en avait reparlé dans son livre qui est par le corps. Je sais plus. Tu sais, sur les symptômes par rapport au corps, la symbolique du corps. Je sais plus le titre de son livre, peu importe. Je sais Donc en que fait, François Lemay aussi et utilise cette allégorie. ah ouais, ah ben ouais, tu Oui. vois. Et voilà. Et du coup, cette allégorie pour moi, elle est essentielle parce qu'elle permet de savoir. Donc, l'allégorie de la calèche. J'ai une calèche qui représente mon corps physique. Pour faire ce voyage qui va représenter mon existence, en fait, il y aura 3 passagers avec moi. Il y aura mon moi profond, mon âme. Il y aura tout ce qui est intuition, perception. Donc, on imagine que c'est un deuxième personnage qui voyage avec moi. Et troisième personnage, toutes mes blessures, mes peurs. Donc, ces 3 personnages, ils vont voyager dans le carrosse ou dans la calèche. Là, je suis une princesse, c'est un carrosse. Et pour ce voyage, il y a des bagages. Il y a plein de bagages. Il y a l'éducation, il y a la scolarité, il y a papa-maman, il y a le transgénérationnel. Tous les bagages. Donc déjà, à la voir aussi si je peux un peu délester avant de partir. Ensuite, j'ai un cocher qui tient 2 chevaux. Là, tu as les chevaux, le yin et le yang. Les chevaux, ça va représenter mes émotions, mon élan vital, mes besoins aussi. Et le cocher, lui, c'est le mental. Donc, en fait, les 3 passagers doivent se mettre d'accord pour donner une direction au cocher et qui doit, lui, par contre, gérer et entendre les besoins de ses chevaux. Il doit s'arrêter quand ils sont fatigués, il doit leur donner à manger, il doit s'occuper de l'état du carrosse. Et tout ça, c'est les 3 passagers qui lui donnent la direction. Et là, c'est hyper intéressant parce que parfois, on se rend bien compte que c'est pas le cocher qui a les rênes, ou alors c'est les peurs qui ont pris les rênes, ou alors il n'y a plus de cocher, et les chevaux ils vont là où ils veulent. Donc, quand je fais un diagnostic, je pars un petit peu de ça, parce qu'après, voilà, il y a le chemin, il y a les impondérables, la météo, les vallons, les virages, les bosses, les vallées, les montagnes, tout ce que j'ai voilà. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais en tout cas, moi, cet outil me permet vraiment de comprendre quand je vois que ça ne va pas en moi, je me pose la question, qui c'est qui a les rênes? Qui c'est qui décide? Et si c'est la cata, c'est pas grave. Juste donner une direction. Sans direction, on ne va nulle part. La direction, donc à partir d'une visualisation, de se projeter avec une image de là où on veut se rendre, qu'est-ce qui nous Ouais, anime, ouais. et notamment voilà les bottes et les poules dans ton cas. C'est ça. Mais c'est Petite magique. image que j'ai vue sur tes réseaux sociaux et j'ai adoré cette image. Je me suis dit génial. Mais vraiment, enfin, et puis d'ailleurs cette photo, ça a été super émouvant pour moi parce que c'est comme si ça avait vraiment concrétisé cette visualisation. Après, je me suis pris un coup aussi derrière parce que je me suis dit, ok, maintenant que j'ai les bottes et les poules, on fait quoi? Quelle est la Tu vois, prochaine étape? c'est ça. Maintenant, il faut que je me crée une autre visualisation, une autre Mmh. direction. Mais ça marche. Ouais, super. Si nos auditrices ont envie d'aller voir cette fameuse image parce que elle est accompagnée d'un super texte, allez-y, vous pourrez retrouver ça donc sur les réseaux de Sandrine. On vous partagera tout ça bien sûr dans la description de l'épisode. Et j'en arrive donc à une autre question qui est toi, quelle est ton astuce au quotidien, autre peut-être que tu nous as déjà partagé,
pour augmenter ton niveau d'énergie ou du moins le maintenir. Et j'ai envie de rajouter une petite spécification parce que là, maintenant, tu es arrivé à la campagne, mais avant, tu étais en ville et donc tu ressentais un peu toute cette pesanteur. Donc, pour toutes celles qui ressentent cette pesanteur et qui habitent en ville, ben, quelle serait, voilà, une astuce, un conseil pour maintenir un niveau d'énergie? J'en reviendrai évidemment à la cohérence cardiaque. Je pense que dès que possible, se rapprocher d'un arbre, d'une fleur, peu importe, d'un animal, de quelque chose de vivant, de la nature, penser à regarder le ciel, parce que même si on est en ville, finalement, il y a toujours du ciel. Se rapprocher le plus possible de la nature. Et puis se lâcher la grappe surtout, moi je pense, et ne pas culpabiliser lorsqu'on est fatigué. Ben, votre corps, il vous parle, donc juste l'écouter, quoi, le respect minimum. Moi, je me suis longtemps bagarrée avec ça. Je m'en voulais d'être fatiguée, en fait. Je culpabilisais d'avoir besoin de me reposer. Alors qu'en fait, on est, enfin, on est rarement des feignantes, en vérité. Je connais pas beaucoup de femmes, c'est vrai. Donc quand le corps nous demande, une pause, ben, arrêter et ne pas avoir peur du vide aussi. Ça aussi, on est beaucoup dans le faire, heu et essayer de se poser la question: «Mais qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux ressentir?» Plutôt que j'ai besoin d'avoir ça, ou il faut que je fasse ça, ou je fais des listes et des machins et tout. Non, juste aussi être, rien, se se nourrir du vide en fait, bah, des fois il y a rien, mais c'est comme ça que le reste arrive en fait. C'est difficile, hein, d'aller vers là, on n'est pas habitué, hein. On est Mm. surstimulé. Oui, 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 toujours à fond et du coup là, cultiver justement le slow et voilà, se ressourcer, se reposer, devenir ressourcière de soi-même. C'est ça, c'est ça. Tu vois, là, hier, je recevais une personne, une femme, chef d'entreprise, qui est venue se faire masser, qui en peut plus, mais qui est vraiment, mais fatiguée, et c'est inquiétant. Donc elle me dit: «Oui, donne-moi quelque chose, tu as des plantes et cé». J'ai dit: «Non, mon ordonnance, c'est que tu te reposes. Il y a rien de plus magique en vérité». C'est c'est la première ressource. En Ayurveda, il y a 3 piliers. Il y a l'alimentation, le sommeil et les relations. Donc celle-là, le sommeil, on dort pas assez parce que le soir, ben, on est encore sur nos réseaux, à 12, 10 ou 11 heures, on s'en rajoute, on s'en rajoute. Enfin, il faut essayer de lâcher tout ça, hein. Donc de couper, de se reposer, de se ressourcer avec des petites plantes, des animaux, un peu plus de verdure et de chaleur. Voilà, et puis les éléments, si on a la chance d'avoir une rivière, la mer, l'océan, et ben, si on n'a pas ça, ben, une bonne douche fraîche, c'est aussi, jouer aussi avec les éléments, qu'on a autour de nous. Quand il y a du vent ou quand il pleut, ben, justement aller se mettre à ces éléments-là qui sont nettoyants en fait, qui font du bien, hein, qui nous la foudre, aussi dès que les éléments sont déchaînés, c'est ça fait du bien, ça ressource, ça nettoie. Et Mm. puis aller Ouais. se faire masser, aller se faire masser. Ah, moi, je suis partie. Je suis dans là où j'habite. En été, on a des cyclones et on en a eu pas mal cet été. Donc, on a bien tout nettoyé, tout profité. Et voilà, ce que tu m'évoquais là, avec la pluie, le vent, la foudre, etc. Ça m'a fait penser à ce temps cyclonique qu'on peut avoir et qui, malgré les dégâts que ça peut causer sur les habitations, quand on a la chance justement d'être tranquille et au chaud chez soi, de pouvoir apprécier justement cette déferlante de la nature. C'est très ressourçant et quand c'est terminé, c'est vraiment le calme après la tempête. On est posé quoi. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait.
Ouais. Tu es dans quel endroit? À La Réunion, Ah ben à oui. l'île de La Non. Réunion. Ah waouh. Ah oui, là, il y a des beaux éléments. Il y a de quoi faire. Oui, ah oui, oui, on a tout est bien. Ah ouais, c'est magnifique. Une petite question qui est la question tabou. Oui, j'adore. Euh, On va voir, on va voir. je l'ai pas encore posée ma question. Justement, sur la question des sorcières, on imagine souvent, en tout cas moi, j'imagine la femme un peu fatale, un peu la femme sûre d'elle. Et je voulais savoir justement si cette magie, voilà, la magie de la sorcière qui t'enveloppe, t'aide justement à libérer cette femme fatale et à libérer tes mœurs. Alors, probablement, probablement. D'ailleurs, c'était un petit peu ce qu'on leur reprochait aux sorcières, hein, d'avoir une sexualité débridée et d'avoir même, alors comment ils disaient, des vagins insatiables. Donc ça leur faisait grandement peur, hein. Oui, mais bien sûr, ça fait partie du package en fait. Moins on a de peur, moins on a d'auto-jugement, moins on a de... On s'en fout en fait de... Moi, ma vie, elle a changé quand j'ai commencé à me focaliser sur mes ressentis, sur ce qui était bon pour moi. Un moment, je savais même plus entre mes patients, mes enfants, mon ex-mari, qui tous en fait me pompaient en fait. Euh, je savais pas dire ce qui m'animait, je savais plus faire ça. Donc en fait, c'est bien aussi de se prioriser et de le critère, c'est soi et un besoin est non négociable. Après, on peut dire plein de choses avec amour. Moi, j'ai dit des trucs super difficiles hein, à mon compagnon, même à mes enfants. Parfois, j'étais amenée à dire, le fond était compliqué à dire, mais en enrobant et en mettant beaucoup de bienveillance et de douceur et d'amour, en fait, et en comprenant que ben, c'est ma survie qui est en jeu, en fait, à terme, parce que ça, c'est un petit dossier, mais des petits dossiers, il y en a plein, 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 plein. Donc, en fait, c'est faire le tri. Non, là, c'est pas bon, j'y vais pas. Moi, les portes qui ne sont pas ouvertes, je n'y vais pas. C'est pas une question de motivation ou de. Pour moi, c'est ça, s'écouter aussi et tenir compte de sa guidance personnelle. Je vais pas défoncer une porte. Je reviendrai plus tard ou pas, mais je force plus. Je crève en voiture, mon pneu me lâche, mais presque je suis dans la gratitude en me disant, mais ça se trouve, ça m'a sauvé de peut-être 5 minutes après. Voilà, accueillir, faire confiance. Je sais que c'est facile à dire, il y a des périodes de la vie mais même ça a un sens. On le sait, on s'en rend compte plus tard. On l'a tous vécu, hein. Super, je suis, comment dire, emballée par cet épisode. J'ai Oh, voyagé merci. énormément en t'écoutant. On arrive bientôt, on est à la fin, j'ai envie de dire, de cet épisode. Et j'ai une dernière question qui est, as-tu un mantra ou une incantation que tu te répètes tous les jours et que tu souhaiterais nous partager? Alors, régulièrement, en fait, je scanne, en fait, c'est pas vraiment des mantras, mais je suis très Ho'oponopono. Donc, pardon, je suis désolée, merci, je t'aime, ou je t'aime, merci. En fait, lorsque j'ai vraiment besoin de faire la paix, vous savez, tu sais, des fois, on va chez les thérapeutes et ils te disent, ah,
faudrait faire un peu, il y a un petit travail là à faire avec la maman ou non, non, bon, ok, on en a tous, hein, peu importe. En tout cas, déjà lister tous les gens qui nous ont fait du mal, hein, voilà, en tout cas, on a ressenti comme ça. Et c'est reprendre Ho'oponopono. Désolé de ne pas avoir nanana. Pardon de nanana. Merci pour nanana. Et je t'aime. Et là, c'est vraiment, c'est libératoire en fait. Le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réellement fait et ce qui est imaginé. Donc en fait, on peut faire on peut faire Ho'oponopono pour plein de choses. Après, moi, je scanne aussi mes actions en me demandant si je suis bien dans les 4 accords Toltec. J'essaye toujours de faire de mon mieux. Gros, alors c'est pas du mantra non plus, mais c'est un petit conseil aussi. C'est pour moi, c'est la clé du bien-être et d'une vie heureuse, c'est de faire un vrai travail introspectif sur la mort, sur sa vision de la mort. Donc c'est pas des mantras tout ça. Et les mantras, en fait, ben, je me les répète. Ça va être en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc pour moi, c'est toujours au présent et à l'affirmatif et positif, évidemment. Donc, ben, ça peut être mon mantra du matin, c'est je sens que je suis un peu agitée, ben, je suis sereine. Je suis sereine. Je suis confiante. C'est au présent, positif et voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas un mantra. J'en ai eu, hein, mais non. Là, c'est plus aussi répétitif. Super, merci beaucoup Sandrine pour ce partage. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver ben, déjà sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, donc sur Instagram et sur Facebook. Donc, on me trouve à Conseil avec un S, Conseil d'une sorcière verte. On peut me trouver également sur mon blog qui est où en fait je parle plutôt de mes soins, des tarifs de mes soins et de ce que je fais. Je suis en train de l'étoffer pour parler un petit peu plus des séjours que j'organise. On peut aussi bien sûr me rentrer en contact par mail et on me retrouve aussi surtout ici à la Bachellerie, donc en Périgord, entre Brive et Périgueux, où j'organise donc des séjours bien-être en plus des soins ayurvédiques et voilà. Super, merci beaucoup Sandrine. Souhaiterais-tu ajouter quelque chose? Ben là pour le coup j'ai été très bavarde, donc non je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté, c'était très agréable. Question très judicieuse, très surprenante aussi. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu, vraiment. J'adore. Ben, merci beaucoup à toi. J'ai passé un excellent moment et je vais aller cultiver justement mon bien-être et ma douceur de vivre avec des petites notions d'Ayurveda. Trop bien, j'en suis ravie. Génial. Merci Sandrine. Merci beaucoup, Christelle.